Bonjour à tous, donc Patrice Danpons, société SDT. Je suis responsable commercial pour le sud de la France. Je m'occupe également de l'Espagne, de l'Afrique du Nord et également d'une partie de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc la lubrification assistée par ultrasons. Vous verrez que nous avons différents types d'applications avec nos produits. Et puis surtout, vous faire part d'un récit d'une success story que nous avons eu donc chez Cristal Union. Je vais vous présenter quel était le retour sur site. J'ai commencé par introduire un petit peu ce qu'est la théorie de l'ultrason, c'est quoi. Vous verrez donc les différentes applications que l'on peut utiliser avec nos produits chez SDT, avec quelques exemples. Et puis on va parler donc plus communément de la lubrification. Alors qui sommes-nous? SDT International, on est une société donc belge, donc basée à Bruxelles exactement dans le sud. Nous avons créé depuis 1975 des appareils dédiés à l'ultrason. Nous avons également un réseau de distribution mondiale, donc sur 64 pays, 300 collaborateurs. Nous avons une filiale basée au Canada, à Cobourg exactement, dans l'Ontario, et 2 filiales, une en Inde et en Italie, à Milan exactement. Nous avons notre représentation mondiale, donc les petites lettres C, ce sont des clients directs, les petits D sont des distributeurs et les A sont des agents. Donc vous voyez, on a une couverture essentielle dans l'Europe et puis également bien développée au niveau des États-Unis et du Canada. Quelques références, on est assez divers et varié puisqu'on a différentes applications, donc aussi bien dans la machine tournante, donc dans des papeteries, des cimenteries, des centrales nucléaires, dans tout type d'applications de type industriel, et puis après des applications un peu plus particulières. Par exemple, on contrôle les purgeurs vapeur, donc on a un partenariat avec Spirax Sarco. On est leader mondial sur des panneaux d'écoutille pour savoir s'ils sont étanches ou non. Donc on travaille avec des fabricants comme MacGregor. Et puis on a développé aussi des applications particulières dans le milieu pétrolier, donc notamment pour savoir si des cuves enterrées dans des stations-service sont étanches ou non. Donc voilà. Donc l'ultrason, c'est quoi ? Donc si on fait un petit rappel au niveau des fréquences, eh bien effectivement tout ce qui est inférieur aux 50 Hz, on appelle ça de l'infrason. Tout ce qui est entre le 50 Hz et le 16 kHz, eh bien c'est du son audible, c'est ce que nous entendons nous avec notre oreille. Et tout ce qui est au-dessus de 16 kg, 20 kg, c'est de l'ultrason. Et chez SDT, donc nous on travaille tous les capteurs que l'on utilise, donc aussi bien des capteurs ouverts ou des capteurs de contact. Donc on a une fréquence centrale à 38 kHz, plus ou moins 2 kg. Les origines, donc la particularité chez SDT, c'est d'aller capter les ultrasons. Donc en aucun cas on vient émettre l'ultrason, mais on va venir les capter. Le premier phénomène que l'on vient capter, c'est la turbulence. Donc la turbulence, ça se résume à ces 3 types de détection. Donc la première, c'est tout ce qui est fuite en pression, donc pour l'air comprimé et le gaz. Ce sont des activités aujourd'hui qui sont assez que l'on développe de plus en plus, puisque on a des clients qui aujourd'hui nous sollicitent énormément justement pour quantifier les fuites, et on a développé une application spécifique pour ce genre de choses. Donc également des fuites sur des gaz, n'importe quel type de gaz, et puis également sur de vide en dépression. Des fuites sur des circuits hydrauliques, donc tout ce qui est vannes, savoir si des vannes sont étanches ou non. Par exemple, dans les centrales nucléaires, aujourd'hui, en France, tous les centrales nucléaires utilisent nos équipements pour contrôler l'étanchéité des vannes. Également sur les circuits vapeur, donc les purgeurs vapeur, savoir si ils fonctionnent correctement. Là aussi, ça coûte très très cher. Et donc à partir de là, ils viennent contrôler, toujours par ultrason, savoir si les purgeurs fonctionnent bien. Deuxième cas, enfin deuxième et troisième, donc le choc et la friction. Donc ça va concerner plus la machine tournante. Donc on va écouter des chocs, donc tout ce qui est roulement, donc savoir si on a des chocs de roulement ou des chocs d'engrenage. Je vous montrerai un petit peu plus tard quelques applications, et notamment dans la success story. Et puis également, donc la friction, c'est lié à la lubrification. Donc en fin de compte, la lubrification, on va éliminer cette friction lorsqu'on a un manque de graissage.
Et puis troisième cas que l'on peut chercher toujours avec nos équipements, donc c'est tout ce qui est décharge partielle, donc ça concerne tout ce qui est haute tension. Donc on va voir trois effets, donc on va voir trois défauts, donc l'effet couronne, le cheminement de courant et l'arc électrique que l'on peut trouver également à l'aide d'infrarouge. Mais là, nous, on travaille justement sur la haute tension avec des portes qui sont aveugles et qui sont difficiles à contrôler en infrarouge. Donc voilà, la propagation donc, de l'ultrason. Donc il faut savoir que l'ultrason est capable d'être diffusé dans les gaz, hein, c'est le cas de l'air comprimé, hein, quand on va détecter ce genre de phénomène. Les liquides, donc c'est pour contrôler justement les vannes, si elles sont étanches ou pas. Et puis les solides, c'est la propagation donc, de l'ultrason dans la matière, hein, pour écouter les chocs de roulement ou les chocs d'engrenage. Donc on va pouvoir voir ce résultat. Il faut savoir que les sons, ce que nous on entend avec notre oreille, hein, c'est multidirectionnel, et donc les ultrasons, à l'inverse, hein, c'est très directionnel. Hein, donc ça, c'est ce genre de choses qu'il faut faire attention, notamment quand on va détecter des phénomènes de fuite d'air. Hein, donc il va leur faire attention. Donc ce sont quelques propriétés de l'ultrason. Et puis également, l'énergie est relativement assez faible, donc il faudra faire attention à mettre les bons capteurs en fonction des applications. Autre particularité aussi au niveau de l'ultrason, c'est l'impédance acoustique. Donc là, comme ici, on parle de lubrification. Il faut savoir que lorsque l'on va capter l'ultrason juste qui est transmis au niveau du tuyau, eh bien, on a déjà plus que 22% hein, qui est transmis. Il faut savoir que plus on va avoir une addition de matière, eh bien, on va avoir donc une impédance acoustique qui va jouer et forcément on aura le signal qui sera atténué. Donc si imaginez que ici vous avez 22%, donc quand on est de l'autre côté, pardon, excusez-moi, lorsque l'on est à l'opposé, effectivement on n'a plus que seulement 5% du son qui est transmis au métal, donc d'où l'importance de faire attention là où on place le capteur quand on va faire des mesures. La solution SDT, quelle est-elle? Donc, je vous ai dit que le principe, hein, c'était du son, hein, donc c'est ce que l'on va écouter. Donc, bien évidemment, le signal brut hein, derrière, si on prend le signal à 38 kg et si on le laisse à 38 kg, effectivement, on va avoir du mal à pouvoir le réécouter. Donc, on va hétérodyner le signal, c'est-à-dire qu'en fin de compte, de 38 kg, on va le passer entre 0 et 2 kg pour pouvoir à nouveau l'écouter. Donc, on va ramener le signal brut en ultrason dans le son, dans la partie audible. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, un premier exemple. Donc là, ici, on peut écouter un roulement qui est parfaitement sain. Et là, ici, un roulement qui est écaillé. On entend bien les chocs. Et donc, ça, c'est le premier aspect. Le premier principe hein, de pouvoir écouter, hein, donc quelque chose de simple que n'importe qui peut interpréter, et donc de pouvoir avoir ce signal audible et parfaitement clair lorsque l'on fait les distinguos entre un roulement qui est bon et un roulement qui est défaillant. Également donc chez SDT, donc vous avez de l'écoute, c'est le premier principe très simple, et puis ensuite vous avez la possibilité de mesurer le signal. Donc sur tous nos appareils, vous trouverez donc 4 types de paramètres. Donc la valeur RMS, qui est la valeur moyenne du signal, dont on va faire l'acquisition, et on peut faire donc ensuite des suivis de tendance hein, pour regarder des dégradations de roulement, d'engrenage par exemple. Du max RMS, hein, c'est une mesure toutes les 250 millisecondes et on vient prendre la valeur la plus élevée. Donc ça, c'est un paramètre que l'on va utiliser notamment pour les purgeurs vapeur. La valeur crête que l'on va utiliser pour un début de défaillance, donc c'est un indicateur qui va être assez prépondérant pour voir un début de défaillance d'avarie sur un roulement. Et puis le facteur crête, c'est plutôt quelque chose qui va regarder dans le temps l'évolution du roulement. Et puis après, donc, toujours chez SDT, on est capable donc d'aller voir, eh bien, de faire des analyses. Donc on fait de l'analyse temporelle et fréquentielle, donc pour pouvoir, par exemple, dans un réducteur, faire un distinguo entre un défaut de roulement ou un défaut d'engrenage, si on va aller jusque-là. Donc, quelles sont les applications chez SDT? Donc, on a 8 piliers hein, donc, que l'on peut utiliser, que l'on peut appliquer chez nous. Le premier, eh bien, c'est l'économie d'énergie, hein, c'est ce que je vous présentais en amont. Donc, aller faire les contrôles d'étanchéité sur des vannes, des purgeurs vapeur et puis les chasses aux fuites d'air, ce sont des choses qui sont très importantes.
Et puis après, la partie maintenance préventive, hein, donc ce que je vous disais, donc les machines tournantes, le contrôle mécanique sur des roulements et des engrenages, cavitation de pompe. Et puis après, pour la partie haute tension sur les recherches de décharge partielle. Et puis on a une dernière application qui est la transparence acoustique. Donc c'est aller contrôler des volumes clos. Donc par exemple, si on veut savoir si justement un sous-marin est étanche ou un décal de bateau, notamment, ou l'intérieur des voitures, les TGV, des choses comme ça. Donc lorsque vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Dans le monde industriel, on va contrôler des fours, des autoclaves, des salles blanches, des salles frigorifiques. Voilà. La lubrification assistée, donc on va parler donc plus précisément de ce thème-là aujourd'hui, donc assistée par ultrasons. Donc aujourd'hui, il faut savoir que bien souvent dans la maintenance industrielle, c'est un des cauchemars et c'est bien souvent difficile. Là ici, ce sont des photos prises réellement chez des clients. Et donc c'est des résultats donc soit de surgraissage, soit de sous-graissage, hein, donc, ou de mauvaise lubrification. Donc c'est réellement un thème qui peut être assez récurrent chez les clients. D'autant plus que quand on voit ce qu'indiquent les fabricants de roulement, que 50% des casses sont liées notamment à un problème de lubrification, eh bien ce genre de choses que l'on peut trouver et sur lequel il faut s'interroger comment bien faire une lubrification. Et c'est ce que l'on propose avec l'ultrason. Il faut savoir que 10% uniquement des roulements atteignent leur durée de vie normale, donc tout le monde est concerné. Donc pourquoi? Eh bien quand on regarde quelques photos qui sont ici et quelques applications, là ici c'était chez un client en Turquie, donc qui effectivement fait de la surveillance de machines, mais quand on voit ce avec quoi justement on voulait voir la lubrification, eh bien voilà le récipient avec lequel il est arrivé, et quand on voit le type de la bouteille, on se dit effectivement ça peut poser question. Deuxième chose, voilà, vous avez le graisseur qui pose sa pompe à graisse par terre et forcément il y a du sable. Et donc quand vous savez que la taille d'un grain de sable est entre 0,4 et 2 mm, alors qu'on parle de microns quand on va remettre un film d'huile, eh bien forcément on voit que là ici ça va mal se passer. Là ici un autre cas d'exemple, on a repeint le moteur, on a repeint la machine, c'est parfait, on s'aperçoit que le graisseur il est toujours bien peint et il n'y a aucun signe de graisse. Donc lui aussi je pense que la graisse il n'a pas dû le voir très souvent. Ou un autre cas ici sur un réducteur, eh bien là ici on enlève le bouchon et on remet le graisseur, mais vous voyez l'environnement comme il est, donc très poussiéreux, donc forcément là aussi ça va être assez difficile pour la durée de vie du roulement. Donc le graissage, c'est important d'après vous? Oui, on va dire que c'est quelque chose qui est relativement assez important. Et quand on va voir l'importance à 100%, je pense que tout le monde sera d'accord de dire que prendre soin du graissage, c'est quelque chose de très important pour la durée de vie des machines. Donc c'est ce que l'on va essayer de vous montrer, comment bien mettre une campagne de graissage dans l'industrie. Alors vous avez vu que le facteur humain était très important. Et donc souvent c'était la cause des défaillances, et donc c'est ce qu'on va essayer d'apporter, de pouvoir avoir une autre approche auprès des gens qui font de la lubrification. Donc la première des choses quand on va faire de la lubrification, c'est le graissage périodique. Donc vous voyez ici, ça c'est une belle plaque de moteur que l'on a trouvée chez un client, où on conseille donc pour ce roulement donc de pouvoir graisser tous les 3068 heures et de remettre 32,7 grammes. Sinon, vous pouvez renouveler la graisse tous les 20 000 heures ou alors tous les 3 ans. Donc autant vous dire que là, si vous suivez cette condition, puis le 6318, est-ce qu'il est devant, est-ce qu'il est derrière, on n'a pas la même charge, c'est un peu assez compliqué. Donc là ici, si on regarde la quantité théorique des roulements, donc vous avez des belles formules qui sont ici en fonction des points de graissage que vous voulez remettre. Et donc si on prend un exemple pour un NU 234 avec ses caractéristiques, donc le D étant le diamètre extérieur du roulement et le B étant la largeur du roulement. Donc là ici, dans ce cas bien précis, eh bien, la quantité de regraissage sera de 81 grammes. Par contre, après, derrière, donc, il faut tenir compte de l'intervalle théorique, c'est-à-dire qu'il vous faut la vitesse de rotation, le type du roulement, le type de graisse, et puis le nombre d'heures de fonctionnement par jour. Donc, si on reprend toujours l'exemple du NU 234, la graisse classique, vous avez du 1500 tours, 24 heures par jour, et l'intervalle théorique, dans ces cas-là, de regraissage est de 500 heures.
Mais est-ce la vraie vie? Eh bien, on a d'autres facteurs qui viennent rentrer dedans. Donc, ce sont l'intervalle corrigé. Dedans, ce sont d'autres paramètres, comme par exemple les conditions environnementales, la température, la pollution, la condensation, les conditions de fonctionnement. J'ai du choc, pas de choc, j'ai de la température, pas de température. Donc, tout ce genre de phénomènes font qu'il va y avoir un impact sur la correction, hein, forcément. Donc, si je reprends toujours mon exemple de NU 234, 1500 tours, vous avez une charge normale, pas de choc, contamination normale. Et donc là, ici, dans ce que je vous disais tout à l'heure, l'intervalle corrigé est de 500 heures. Si je prends l'exemple numéro 2, toujours le même roulement, toujours 1500 tours, par contre là, je change, je mets une charge très forte, présence de choc, et dans la contamination, elle est élevée. Et bien là, l'intervalle corrigé passe à 100 heures. Donc, faire la différence entre les deux quand vous êtes sur le terrain. Est-ce que je crois plutôt 500 heures ou 100 heures? C'est toujours assez compliqué pour pouvoir estimer le vrai intervalle. Donc, on va vous apporter une solution donc, chez SDT, donc de pouvoir utiliser nos équipements et de pouvoir déterminer correctement la quantité de graisse et surtout la périodicité. C'est ce qui est, vous avez vu, ce qui est relativement assez compliqué. Le premier des cas, premier exemple, vous avez ce genre de graphe et ce genre d'écoute. Voilà, vous avez tous entendu. Donc si on regarde le graphe, hein, on a de la friction au niveau du roulement. Et puis ici, vous avez entendu le coup de pompe. Donc là, ici, en fin de compte, on avait effectivement besoin, il y avait un manque de graisse au niveau du roulement. Et donc de par l'écoute, vous savez que la graisse, elle est bien arrivée au roulement. Mais ce n'est pas suffisant. Donc ce que l'on fait, donc effectivement, on vient regarder la valeur sur l'appareil. Donc là, ici, donc la valeur RMS en valeur en dB microvolts. Donc on s'aperçoit que lorsque l'on va graisser, eh bien on va continuer jusqu'à temps que la valeur diminue. Et lorsque ça remonte légèrement, à partir de là, on va s'arrêter. Donc voilà, donc, comme je vous disais, donc l'écoute, c'est une première approche, mais surtout après derrière il faut regarder donc les valeurs. Donc quand vous allez graisser systématiquement, donc quand vous avez besoin de graisse, eh bien votre valeur RMS, hein, plus vous allez mettre de la graisse, eh bien cette valeur va diminuer. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc dès que vous remontez légèrement, vous relubrifiez un petit peu trop, et donc on va partir en surfriction, et donc il va falloir arrêter la mesure. Et là vous aurez mis la bonne quantité de graisse. Deuxième cas d'exemple. Donc là, on entend le roulement. Et vous allez voir quand on va remettre de la graisse. Voilà, on va augmenter. Et donc là, on part en surlubrification. Donc là, ici, hein, on est en surgraissage. Et quand on regarde les valeurs, quand vous allez graisser, systématiquement, quand vous allez poser le capteur sur la machine, ici, c'était une pompe, et bien, vous voyez, on passe de 15 dB à 17 dB. Donc ça veut dire que ce n'est pas la bonne période pour graisser. Qu'est-ce que l'on fait si on continue à graisser? On va mettre le palier sous pression, on va créer donc après des chocs, hein, puisqu'on va empêcher les éléments roulants de tourner. Et donc une fois que l'on voit ce genre de choses, eh bien effectivement, il faut redéterminer la périodicité de graissage. C'est pas le bon timing pour faire du graissage sur cette machine-là. Donc très simple, de l'écoute, et puis regardez les valeurs sur votre machine, hein, pour regarder ce qui s'y passe. Troisième cas, donc avant graissage, on a ce genre d'écoute sur le roulement. Ensuite, après graissage, on a ce genre de résultat. On entend des impacts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, eh bien, on a des zones de choc, hein, que l'on voit bien ici, clairement. Eh bien, quand on a graissé, en fin de compte, le roulement était écaillé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'on a graissé? On a effectivement bouché les trous des écaillages, hein, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu une valeur ici de 31,9, si je prends cet exemple de moteur. Lorsque l'on a graissé, forcément, la valeur elle a diminué, hein, donc, puisqu'on a bouché avec la graisse les trous des écaillages. Et lorsque, au bout de quelques secondes ou quelques minutes, hein, à nouveau les écaillages sont revenus forcément avec la vitesse de rotation. Et donc à nouveau, c'est là qu'il faut changer votre roulement.
Donc ça c'est le troisième cas. Quatrième cas, eh bien, on peut arriver, effectivement, vous allez faire votre mesure et là ici, eh bien, vous allez voir que la valeur ne va pas bouger. Vous voyez que le signal il est plat, il n'y a aucune variation. Et donc quand on a ce genre de choses, vous voyez ici, premier cas d'application, vous voyez que l'étanchéité est complètement cassée du roulement, vous pourrez mettre des tonnes de graisse et donc votre roulement et la valeur ne va pas changer. Deuxième cas, eh bien, on peut avoir des tubes bouchés indirectement. Et donc, à partir de là, là aussi, votre valeur ne va pas changer. Donc, si vos tubes sont percés, la graisse va se disperser dans le moteur et ne va pas changer le graissage ou l'état du roulement. Voilà, donc le tube bouché ou dégraissage défectueux, c'est ce que l'on appelle. Donc, voilà les 4 cas d'exemple que l'on peut trouver sur le terrain quand on va faire du graissage. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une success story qu'on a eue chez Cristal Union. Notamment, ils ont mis en place une surveillance de machines tournantes à l'aide d'ultrasons, donc de septembre 2017, puisque une saison dans la sucrerie en fonction des betteraves, ça commence en septembre et ça finit en janvier. Donc, c'est un peu le retour d'expérience sur cette année de production. Donc, juste pour vous présenter, Cristal Union a différentes sucreries sur la France, 18 exactement, et celle en question, c'est celle de Bourdon, à côté d'Aulnat, à côté de Clermont-Ferrand. Voilà. Donc aujourd'hui, ils cherchaient à mettre en place une surveillance et voulaient quelque chose d'assez simple et puis aussi pour plusieurs applications. Donc l'enjeu il était triple, c'était mise en évidence de l'efficacité de la mesure ultrasonore. Donc je vais vous montrer ce que l'on a fait, la pertinence du diagnostic et puis proposer une maintenance préventive avec des indicateurs fiables. Donc c'est ce que l'on a mis. Voilà ici un premier cas d'exemple de lubrification de roulement sur un moteur. Donc c'est une pompe à gaz. Ici, lorsque l'on suit, voilà ce que l'on avait. Donc les mesures effectuées en décembre 2016. Donc si vous écoutez, on n'a pas de choc, on sent bien que le roulement il est stable. Et là ici, au bout d'un certain temps de mesure, on a des chocs et donc on voit l'augmentation. Donc si on regarde effectivement en détail cette courbe de tendance, voilà le début de la mesure ici. Et puis donc on a vu que ça commençait à dégrader. Donc là ils ont régressé, et bien on a vu que ça diminuait. Et puis à nouveau, donc plusieurs fois, on a monté, descendu, monté, descendu. Donc le technicien qui a fait le graissage s'en est inquiété, parce qu'il ne graissait pas aussi souvent cette machine. Et donc quand il a fini sa saison, il a regardé ce qui se passait. Et effectivement, aux grandes surprises, la bague d'étanchéité du roulement du moteur était montée à l'envers. Donc effectivement, en écoutant, tout simplement, en regardant les valeurs, les évolutions, eh bien, il a pu maîtriser justement d'avoir un interstice entre le roulement et la bague et de pouvoir éviter un arrêt de production. Donc il a maintenu comme ça pendant toute la saison. Donc ce roulement grâce simplement à de l'écoute et puis des valeurs en dB et puis regarder en assignant des alarmes derrière sur cette machine. Deuxième cas, donc détection d'un problème mécanique au démarrage de la campagne. Donc là ici, toujours dans la lubrification. Donc lorsque le client a démarré la campagne, il a écouté tous ses roulements et notamment il en avait un qui a fait ce genre de choses. Donc on entend des chocs ici. Quand on regarde le graphe, c'est ce que l'on a. Et là ici, c'est le son après les lubrifiants. Donc on s'aperçoit bien ici qu'effectivement la friction a complètement disparu. Et donc quand on regarde le graphe, tout simplement, eh bien, on s'aperçoit bien qu'au début de la campagne, il a entendu des chocs, il a graissé, il a diminué, il a surveillé à nouveau, à nouvelle dégradation, il a regressé, et donc vous voyez, la dernière mesure était du 21 octobre, et donc là, ici, jusqu'à la fin janvier, il n'a pas regressé, il a uniquement surveillé son roulement, et à partir de là, donc il a pu clairement regarder sa périodicité de graissage et de mettre la bonne quantité de graisse dans son roulement. Donc ça, c'est un autre exemple sur la lubrification. Ici, ça va être un petit peu plus classique, c'est une surveillance sur une dégradation de roulement d'un moteur, d'une ventilation forcée. Donc le client, pareil, quand il a écouté avec son casque, il faut tendre un petit peu l'oreille. Donc là, ici, vous voyez que le signal est plat. Et là, quand on écoute, on entend bien qu'effectivement, on a un choc au niveau du roulement. Donc là aussi, il a pu, donc là c'était très important, c'est une ventilation forcée, donc c'est ces roulements-là qu'on vient d'écouter à ce niveau-là.
Donc le moteur a pour principe de tourner à 50 tours, 1200 tours, 50 tours et tout ça en 3 minutes. Donc s'il n'y a pas de ventilation forcée, autant vous dire que derrière, le moteur il va pas bien refroidir et ça va poser problème. Donc ils avaient une ventilation forcée en stock, donc ils ont pu changer juste à temps sans faire un arrêt de production, donc de pouvoir changer ses roulements. Donc voilà un autre exemple. Ici, c'est un autre exemple sur des moteurs. Donc tapis de betterave, c'est réellement le début du process. Si ce tapis s'arrête, eh bien l'usine s'arrête, même si c'est un tout petit moteur. Donc par des indicateurs ici que l'on voit sur l'arborescence, eh bien on voit très rapidement. Là ici, on était en état d'alerte sur le roulement arrière du moteur. Donc quand on regarde la courbe de tendance, évidemment c'est exactement la même chose. On voit bien le dépassement de l'alarme. Quand on regarde les graphes et qu'on écoute, vous entendez, c'est relativement assez calme. Donc là ici, exactement pareil. C'est-à-dire qu'une fois que ils ont pu changer juste à temps, donc le roulement également. Donc voilà. Et donc là, ici, voilà le fameux tapis de betterave que je vous disais. Donc ça, c'est le début de la production. Et si ça s'arrête, effectivement, tout s'arrête, même si c'est un roulement ou un moteur qui est peu cher et où il faut peu de temps pour le changer. Donc voilà, donc en conclusion, si on regarde, eh bien effectivement, Cristal Union ne faisait rien auparavant, donc uniquement par de la surveillance. Eh bien, ils ont évité 5 à 7 gros arrêts. Et globalement, financièrement, c'était de l'ordre de 200 à 300 000 euros à peu près qu'ils dépensaient par des arrêts non planifiés chaque année. Ils ont pu faire du graissage, donc mettre juste à temps la graisse qui allait bien dans les machines, et donc pouvoir avoir une bonne périodicité et la bonne quantité de graissage. Et puis également, donc, ils faisaient des révisions intercampagnes entre 80 et 100 moteurs chaque année. Et donc aujourd'hui, vous voyez, ils ont uniquement révisé 27 moteurs, donc une diminution de 60%. D'où l'importance de faire de cette surveillance. Donc voilà. Donc après, derrière, eh bien, ils ont élargi les contrôles, puisque aujourd'hui, ils se sont concentrés dans un premier temps à surveiller des moteurs. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, ils suivent quand même plus de 300 moteurs. Et donc maintenant, là, cette année, on les a reformés pour suivre des engrenages, des pompes, des paliers, des multiplicateurs. Donc ils vont un petit peu au-delà. Et puis notre appareil a cette particularité donc, de faire de la lubrification, du contrôle de machines tournantes, mais également donc, de pouvoir faire donc, des contrôles de fuite d'air ils ont lancé des actions sur cette application. Ils ont pas mal de purgeurs vapeur également, donc là aussi ils vont faire de la surveillance, et puis également sur de la haute tension. Donc ils vont pouvoir coupler donc, différentes applications que peut offrir l'ultrason aujourd'hui. Donc voilà, en conclusion, c'est d'éviter ce genre de choses. Donc une bonne lubrification, c'est important, c'est éviter des cimetières. Donc là, c'est un petit peu particulier, mais réellement, ça c'est une photo qu'on a prise chez des clients aux US et qui changeait de l'ordre de 800 moteurs. Bon, c'était une grosse société, donc il faut éviter ce genre de choses, quoi. Voilà, merci beaucoup. Voici mes coordonnées s'il y a besoin, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Merci pour votre attention. J'avais juste une question par rapport à Cristal Union sur votre déploiement. Comment est-ce que vous avez choisi avec eux les points de mesure d'inspection, parce que c'est une usine immense, donc c'est par rapport à la fréquence des casses ou... Donc ça, c'est eux qui l'ont déterminé. Moi, ils ont pris leur historique, ils ont regardé. Donc, bien évidemment, ils avaient des machines. Ils ont commencé par les machines les plus stratégiques. On a vu des turbines AG, par exemple, ce genre de choses. Mais vous voyez, même un moteur sur un tapis, eh bien, si on ne le contrôle pas, ça peut bloquer toute l'usine. Donc, eux se sont mis des priorités. Et donc, moi, quand j'ai commencé à faire la formation, je les ai formés pour une dizaine de machines. Et eux, au fur et à mesure, ils ont commencé à grossir le parc de surveillance. Et je vous dis, aujourd'hui, ils sont à 300 machines. Une autre question, là j'ai vu que c'était des tournées d'inspection, donc en fait c'est pas des appareils c'est un appareil mobile et donc c'est en forme de tournée. Le temps d'écoute que vous préconisez, c'est quoi? Et la deuxième chose, c'est d'un point de vue pratico-pratique, l'accouplement en fait pour prendre la mesure sonore, c'est quoi les conditions qu'il faut respecter? C'est-à-dire est-ce qu'on peut écouter alors que c'est en haute température, en atmosphère corrosive, etc. Donc, pour répondre, alors sur la partie pour le temps d'acquisition,
Donc c'est lié à la vitesse de rotation, bien évidemment. Donc plus on va tourner vite, plus le temps d'acquisition va être court. Donc si on prend un moteur 1500 tours, donc on le retraduit en fréquence, c'est du 25 Hz. Si après on le convertit, nous on est sur du temps d'acquisition, on fait des temporels. Donc après vous êtes à 0,04 secondes. Donc pour une vitesse de rotation, si on compte 10 chocs à peu près, ou 10 révolutions pour voir les chocs de roulement, donc vous voyez en 0,4 secondes vous avez le temps d'acquisition. Donc après, notre appareil, on va de 0 jusqu'à 80 secondes, et même aujourd'hui, on va jusqu'à 10 minutes sur les nouveaux appareils que l'on a. Donc quand on va faire une mesure sur un moteur 1500 tours, 10 secondes, ça suffit pour écouter les chocs et voir les chocs. Après, donc, les conditions, bien évidemment, on tient compte des conditions de fonctionnement. Alors, il faut faire attention, au même titre quand on va faire une surveillance. Donc, il faut tenir compte à la température, il faut tenir compte des vitesses de rotation, des charges, etc. Donc, il faut comparer effectivement les machines dans les mêmes conditions de fonctionnement. Sinon, vous allez avoir des dispersions. L'ultrason qui va se propager va être différente, forcément. Il va y avoir un impact sur les conditions de fonctionnement. Donc, essayez de toujours faire les conditions... d'aller faire des mesures. Alors peu importe s'il y a de la haute température ou autre, peu importe l'environnement, mais d'être toujours dans les conditions de fonctionnement de machine. Oui, vous utilisez apparemment votre système là pour faire du diagnostic, éventuellement de l'alarme. Est-ce que vous ne pouvez pas l'utiliser aussi pour faire du prévisionnel, voir à partir de l'évolution du signal, quelle peut être encore la durée de vie prévisionnelle du roulement ou du graissage, simplement dire voilà, il va peut-être falloir étendre la durée de graissage ou la diminuer, etc. Merci. Donc pour la durée de graissage, on a mis des seuils d'alarme, c'est-à-dire qu'on a un retour d'expérience. Donc par rapport à une valeur moyenne du signal, donc on considère par rapport à une valeur de référence. Donc quand vous avez votre valeur où votre roulement va bien, il n'y a pas de choc, il est bien graissé. Donc on va lui assigner une alarme de plus 6 à plus 8 de dB, donc qui va justement nous donner l'indicateur de graissage. C'est-à-dire que lorsque vous allez graisser, en fin de compte, et quand vous allez regresser, vous ne devez pas excéder 8 à 10 dB supérieur par rapport à la valeur la valeur tapis ou la valeur de référence. Donc si vous êtes, c'est ce qu'il va falloir contrôler et surveiller, et donc si vous avez quelque chose qui est plus important, c'est là qu'il va falloir adapter la périodicité. On fonctionne en alarme, oui. Alors après c'est toujours très compliqué. Vous savez que un roulement, on va prendre des cas de roulement étanche, bague étanche. Je ne parle plus de graissage, mais de bague de roulement étanche. Vous pouvez en 4 heures détruire un roulement. Donc après c'est toujours très compliqué de faire du prévisionnel. Donc après effectivement, donc nous quand on met des seuils d'alarme derrière et quand on sait que l'on va anticiper. Alors après on a un facteur crête dans les paramètres que je vous ai montré tout à l'heure qui va permettre de faire une comparaison entre la valeur, ce que l'on appelle RMS, la valeur moyenne du signal, et la valeur crête, donc quand on a beaucoup d'écaillage. Et donc lorsque ce facteur crête va retomber proche des valeurs de 0, effectivement, c'est là qu'on va pouvoir faire du prévisionnel. Mais après, c'est toujours assez complexe. En fonction, il y a plein de critères qui rentrent dedans. Et donc, on va plutôt fonctionner en alarme, effectivement. Après, faire du prévisionnel ou pouvoir anticiper, c'est toujours assez complexe. Dans le cas d'un diagnostic, si on n'a pas de signal bruit de référence, comment est-ce qu'on arrive à faire le tri des pollutions sonores ? Alors, il n'y a pas de pollution sonore. Vous n'étiez pas là au tout début. Non, alors voilà. Alors, vous allez avoir, si je reviens sur les premiers, on est justement au-delà, on est à 38 kHz. Donc, sur la bande de fréquence dans laquelle on travaille, donc on vient voir uniquement les phénomènes de choc ou des chocs, des turbulences. C'est ce qu'on va venir voir. Donc là, nous, on est uniquement ici. Donc après, soit on peut superposer d'autres phénomènes, Voilà, donc nous ici on travaille en haute fréquence, donc on n'est pas perturbé par des sons audibles. Par contre, ce que l'on peut avoir, par exemple dans le cas de variateurs de fréquence, je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait un exemple comme ceci. Donc effectivement on va avoir un bruit de fond du variateur, et effectivement le bruit mécanique va venir se superposer. Donc c'est ce que l'on va venir analyser et c'est ce qu'on va venir regarder. Je ne réponds peut-être pas à votre question.
Non, ma question c'est si vous avez un système complexe, par exemple avec un roulement, vous mesurez un système mécanique avec 3 roulements accouplés, un palier, etc. Comment est-ce qu'on peut faire le tri entre qu'est-ce qui pollue quoi? Donc là, on va repartir sur de l'analyse fréquentielle ou temporelle. Et à partir de là, en fonction des fréquences, on va pouvoir dissocier les différents phénomènes, si ça vient s'associer. L'oreille étant un des premiers paramètres de l'ultrason, mais effectivement, après, quand on a des machines complexes, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est de regarder, de pouvoir dissocier si ça vient d'un train d'engrenage, par exemple, ou d'un type de roulement. Donc là, on vient passer par l'analyse fréquentielle pour regarder ce qui s'y passe. Pas forcément, ça dépend des cas. Effectivement, le roulement, il faut savoir que l'ultrason a une énergie relativement assez faible. Donc, lorsque l'on va écouter des roulements, on va se mettre à l'aplomb de chaque roulement, hein, si on prend le cas d'un réducteur. Par contre, effectivement, si on a des chocs d'engrenage, la propagation de l'ultrason peut se propager un petit peu partout dans la matière. Mais après, il faut être prudent avec. On se met toujours le plus proche possible de la source ultrasonore, que ce soit du roulement ou de l'engrenage, par exemple.